Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents, merci d'avoir bravé les éléments, le coronavirus et autres distractions. Je suis très heureux d'être accueilli dans cette maison pour cette soirée. Merci à Sophie Andrieux pour son invitation. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette soirée. Donc effectivement, moi j'ai ouvert une librairie dans le Sentier. Il y a bientôt 4 ans, qui s'appelle La Petite Égypte. Et le projet, dès le départ, était de s'intéresser ou de valoriser, disons, le patrimoine matériel encore bien présent et le patrimoine immatériel que représente ce quartier. Patrimoine industriel, culturel, commercial, social, qui est extrêmement riche et peu documenté. Il y avait un très bon livre de Nancy Green, publié en 1998, qui parle du Sentier, qui parle du territoire textile équivalent à New York, donc un livre d'historienne. Qui a été très important pour Nadine Vasseur dans son travail sur le Sentier. Mais voilà, mais sinon les travaux manquent. Alors, il y a quelques ouvrages littéraires qui se passent dans le Sentier, mais très peu de choses. Alors bien sûr, il y a eu le film La Vérité si je mens qui, ça a été positif, ça a été négatif pour différentes raisons, disons, mais qui ont mis la lumière un peu sur ce quartier d'une certaine façon. Voilà, mais pour m'adresser directement à Manuel, que je connais depuis quelques années, qui est historien spécialiste de culture matérielle et notamment du textile, du vêtement et de la circulation des objets, des migrations aussi, migrations humaines, matérielles. J'ai proposé il y a maintenant un peu plus d'1 an à Manuel Charpy d'être en résidence à la librairie. Alors physiquement, il n'a pas sa petite chambrette, mais pas loin, une petite salle de documentation, de recherche. Et Emmanuel s'est proposé de faire un travail. Il a déjà été amené à fréquenter le Sentier dans son travail d'historien, mais il s'est proposé effectivement de travailler à une histoire matérielle du Sentier de 1830 à nos jours. Ce travail, du coup, qui lui est propre, l'a amené à participer, enfin je l'ai sollicité pour m'aider, j'aurais eu du mal à le faire seul, à rééditer un texte absolument fondamental pour moi dans le projet. Voilà Nadine Vasseur, par ici. Bon, elle passe en coulisses prendre un petit verre. Voilà. Et le texte de Nadine Vasseur, Il était une fois le Sentier, donc édité en 2000 par Liana Lévy, était épuisé depuis, disons, une quinzaine d'années. C'était un très très beau livre, composite, alors de l'enquête, il y a beaucoup d'entretiens et une matière très riche, très variée. Et moi, ça faisait partie du projet de librairie de rééditer à terme, quand les conditions seraient rassemblées, de rééditer ce texte. Voilà. Ouais, on bascule. Donc, j'étais en train d'introduire un petit peu ton projet. Donc 2000, le livre a été épuisé rapidement, donc proposition de le rééditer avec les moyens de la librairie et notamment voilà, avec la participation de Manuel pour le travail éditorial. Et on a rapidement rencontré aussi ton père, du coup, qui a monté son atelier au 36 de la rue du Caire, qui donne maintenant son titre à l'ouvrage. Voilà. Mais du coup, puisque tu viens d'arriver, je vais pouvoir commencer directement introduire un petit peu ta personne et ton travail. Donc Nadine, toi tu es journaliste, tu as travaillé un bon moment chez France Culture pour Panorama. On sent qu'il y a la radio a une certaine importance dans la conception de tes livres, j'ai l'impression, comme art de la relation, de l'entretien. Il y a un livre qui est sorti en 98, Le poids et la voix, où tu menais déjà des entretiens autour de questions adressées à d'autres personnes. Mais avez-vous déjà volé dans un magasin? Que mangez-vous quand vous êtes seul? Tenez-vous un journal intime? C'est quoi le rapport à votre nom de famille? C'est quoi votre rapport à votre nom de famille? Quelqu'un qui a changé de nom comme moi, voilà. Voilà. Et donc cette enquête auprès de personnes s'est rapidement transformée aussi en introspection et en travail autobiographique.
Alors, bon, je commence avec ce texte, enfin, par mentionner ce livre, parce qu'il a une importance dans la mise en mouvement de ton père, qui n'avait rien écrit, qui transmettait très peu de son histoire, d'anciens déportés, d'hommes qui a monté un atelier de confection. Enfin, c'est un homme de métier qui est assez taiseux, comme beaucoup dans le milieu. Et donc là, il s'est dit, bon, bah, faudrait peut-être que je raconte un petit peu des choses, et il a commencé à écrire un texte autobiographique qui nous a été donné à lire de façon un peu incidente quand tu nous as dit mais oui, mais en fait lui il écrit. Voilà, donc on l'a rencontré. C'est lui qui a dit j'écris. Non, c'est lui qui a dit. Bon, juste pour voir comment moi je vois notre rencontre et comment est né ce livre. C'est vrai qu'il y a maintenant, mon Dieu, plus de 20 ans. J'ai écrit Le poids et la voix, qui était un livre écrit à partir des entretiens pour la radio, donc sur des sujets comme ça très intimes, un peu étranges parfois. Et c'est donc un livre où je disais que j'avais choisi comme métier de faire parler les gens, puisqu'il y avait une personne que j'avais pas réussi à faire parler ou que je n'osais pas faire parler. C'était mon père sur la déportation et la mort l'assassinat de sa famille. Et voilà, à la lecture de ce livre, mon père a d'abord été extrêmement furieux. Ça l'a beaucoup angoissé que je m'adresse à lui comme ça. Et très peu de temps après, il m'a dit « Tu as raison ». Voilà, il faut que vous sachiez. Donc, il a commencé à écrire ses mémoires. Je n'en savais rien. Hein, il n'en a pas parlé. C'était en 80. Ce livre, c'était en 96. Il a dû commencer en 97. Et puis, un jour, en l'an 2000, il m'a donné, à l'époque, c'était des disquettes où il racontait donc la déportation. Et pour moi, c'était quand il m'a dit qu'il allait écrire ses mémoires, j'y croyais pas trop parce que le français n'est pas sa langue maternelle, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, c'était pas du tout évident qu'il fasse un livre, mais bon, il a donc écrit ses mémoires qui sont sur lesquelles il a retravaillé pendant presque 20 ans jusqu'à aujourd'hui, et des mémoires tout à fait saisissantes, non seulement parce que je suis sa fille, bien sûr, mais saisissantes aussi par son art de raconter. Et pour quelqu'un qui n'a jamais appris à écrire, qui a dû quitter l'école très jeune, qui ne parlait pas le français, c'est assez... je pense que c'est ça qui vous a aussi saisi à la lecture de ses mémoires. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand il a commencé à écrire, ou peu de temps après qu'il ait commencé à écrire, j'ai été invitée, ici même, pour un colloque sur le schmattès. Donc j'étais venue en tant que docteur S. Sentier, et il y avait d'autres spécialistes comme Jean-Claude Rimbert, Robert Bobert. Il y avait beaucoup de psychanalystes, parce que, je sais pas, le Sentier, visiblement, les psychanalystes ont quelque chose à en dire. Et c'était le moment où je venais de lire la première version des mémoires de mon père. Et voilà, j'avais appelé mon intervention « Le sentier de l'écriture ». Parce que au moment où moi, j'avais écrit un livre sur la profession de mon père, qui au départ ne m'intéressait absolument pas, c'est-à-dire que quand j'étais adolescente, je trouvais que c'était un métier atroce. Puis même après, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de faire des cartons, de dessiner des robes, etc. Comme beaucoup d'ados, puis de jeunes filles, jeunes femmes, j'allais m'habiller aux puces dans des trucs. Je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était moche. Et je trouvais que passer sa vie à faire des cartons et tout, c'était vraiment nul. Moi, ce que j'aimais, c'était la littérature. Moi, j'avais un grand mépris pour tout ça. Enfin, mépris d'ado, enfin, mépris de... Puis après, j'avais complètement oublié. Même si la vie m'a fait qu'on me l'a rappelé plusieurs fois. C'est l'objet de l'introduction. Oui, en fait, comment le sentier s'est rappelé à toi. Oui, le sentier s'est rappelé à moi à différentes circonstances. Quand j'étais productrice à France Culture, je présentais un débat, je me souviens, sur l'extermination des Juifs d'Urs. Et je remarque que dans la salle, il y a des fabricants du sentier. Et donc, à la fin, je viens les saluer. Et ils s'exclament « Ah, t'es la fille de Siggy », tout le monde en yiddish, en train de me parler fort dans cet auditorium. Et je suis passée en un quart de seconde de la productrice de France Culture à la petite fille du sentier. Siggy étant la marque créée par son père. Ce qui m'a beaucoup amusée, mais comme ça, il y a des moments... donc j'étais...
le sentier de l'écriture, c'est parce que je me suis dit, à ce moment-là, au moment où j'ai dû faire cette communication ici, c'est qu'au moment où mon père se mettait à écrire, enfin, ce qui était totalement improbable, eh bien, moi, j'avais pris conscience de la dimension, je dirais, romanesque du sentier, parce que c'était justement pas qu'une histoire de faire des paquets, c'était toute la saga des immigrés juifs venant d'Europe de l'Est, puis d'Afrique du Nord, puis de Turquie, puis de Yougoslavie, etc. Et puis aussi toutes sortes d'histoires. Enfin, il se mêlait à la fois des histoires terribles d'extermination et de bras tatoués, et puis des histoires très très amusantes de contrefaçon, voilà, de manière de commerçants qui se roulent les uns les autres ou qui sont très copains. Donc c'est à la fois très gai et terrible. Et voilà, à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience de la dimension romanesque. Voilà, de ce quartier. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais alors en fait, vous vous êtes retrouvé à écrire dans le même temps, de façon concomitante. Lui, commençant en 97-98 à travailler des mémoires ou des éléments de mémoire, et toi, ayant reçu la proposition de Liana Lévy de travailler sur le sentier, donc qui était la dernière façon qu'elle a eu le senti de se rappeler à toi, tu as dû commencer en 98 ou 99 peut-être. Oui, c'est ça. C'était à l'occasion d'un déjeuner, je me souviens, avec des éditeurs, enfin... Il y avait des gens que je connaissais pas. Liana Lévy, à un moment, dit autour de la table, mais moi, j'aimerais bien publier un livre, mais c'est sur un sujet un peu spécial, il faut connaître. Et puis elle dit, ah bon, c'est quoi? Non, mais c'est spécial, il faut être un peu de l'intérieur. Et je lui dis, mais c'est quoi? Alors à ce moment-là, elle me dit, c'est un livre sur le sentier. Et alors quand elle a dit ça, c'est assez étonnant. Enfin, c'est comme quand on dit qu'à certains moments, toute votre vie vous repasse à toute vitesse dans la mémoire. Moi, mais le fil, c'est le cas de le dire, le fil s'est déroulé de la vision des coupes de tissu, de l'odeur du tissu, de la craie, du bruit des machines à coudre, etc. Enfin, tout m'est revenu en un instant et je me suis dit, mais c'est évident, puis comment ça se fait que je n'y ai pas pensé avant, voilà. Mais ce n'est pas mon idée, c'était l'idée de Liana Lévy. Alors du coup, tu as entamé un travail d'enquête basé sur des entretiens, donc toi tu es né dans l'appartement atelier du 36 rue du Caire, donc tu as grandi dans ce milieu-là, dans les odeurs d'étoffe, effectivement la poussière des machines, les odeurs d'huile et tout ça, mais aussi dans une sociabilité très particulière d'artisans, de commerçants qui étaient dans le quartier et que tu connais depuis petite. Donc les gens, Serge Gazarian, Maxi Librati, tous les autres noms qui apparaissent dans l'ouvrage sont des gens qui faisaient partie de ton paysage de jeunesse. Oui, donc oui, tu avais un accès privilégié à toutes ces personnes-là. Donc j'avais un accès privilégié à tous les juifs d'Europe de l'Est. C'était parce que justement c'était le milieu de mon père, même si c'est quelqu'un d'assez, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les gens du sentier, c'était pas forcément ses amis, mais c'était en tout cas son milieu professionnel et sa marque était un peu connue, surtout que je raconterai une anecdote après assez drôle qu'il y a dans le sentier. Et donc tous ces gens, quand je disais que j'étais la fille de Sidi, c'était assez facile effectivement de les rencontrer. Les fabricants d'Europe de l'Est, les Arméniens aussi, parce qu'il y avait des relations très proches avec les Arméniens. C'était plus compliqué avec les fabricants d'Afrique du Nord, essentiellement parce que, d'abord, on ne se connaissait pas, ils ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas mon père. Quand même, mon père a arrêté de travailler à la fin des années 80. Hein. Le livre, je l'ai fait dans les années 90, fin des années 90. Mais aussi parce que c'est toute l'époque où il y a eu beaucoup de scandales. Voilà, mon père et d'autres diraient que ceux d'Europe de l'Est, ils claquaient pas leur fric n'importe comment, tandis que ceux d'Afrique du Nord, c'était un peu plus olé, les finances. Et en tout cas, il y a eu un certain nombre de scandales, ce qui fait la manière dont la presse a parlé d'eux était extrêmement critique et ne parlait que de travail au noir, que de contrôle fiscal, etc. Donc ils se méfiaient beaucoup plus, à juste titre, hein, je pense, parce que moi j'ai retrouvé des articles dans la presse
très douteux dans la manière de parler du sentier, parce que c'est pas la seule profession où il y a du travail au noir, où on déclare pas tout, enfin dans le bâtiment, à la restauration, enfin on le sait bien, c'est chaque fois qu'il y a des commerçants, c'est comme ça que ça se passe. Mais le sentier, il y avait quand même, il y avait des articles à la limite de l'antisémitisme quand même, dans la manière de traiter des sujets à la télévision. Ce n'était que travail au noir donc non oui, enfin, des choses qu'on paye au black et qu'on ne déclare pas. Donc ils étaient plus méfiants. Enfin, j'en ai quand même trouvé un certain nombre. Et puis il y avait d'autres immigrations où c'était encore plus compliqué, parfois pour des problèmes même de langue, puisqu'il y avait beaucoup de Kurdes, donc qui parlaient turc et souvent pas très bien français, des Chinois. Bon, j'en ai quand même rencontré un certain nombre, ils sont présents. Alors, quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes qui composent encore un petit peu le sentier? On sait qu'effectivement, c'est lié beaucoup à l'immigration. Nancy Green parle des prêts à travailler, qui ont travaillé pour le prêt à porter. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très sensible et qui court effectivement dans tous les entretiens, dans toute la matière effectivement, des échanges que tu as eu avec ces personnes. C'est effectivement l'expérience de l'exil, de l'arrachement et le rapport à l'activité d'origine, du lieu d'origine, mais aussi les conditions économiques qui permettent avec un petit capital de s'acheter effectivement une paire de ciseaux, une machine à coudre. Voilà, donc on parle de ça, effectivement d'un... Oui, enfin, ce qu'ils ont en commun, c'est que, effectivement, c'est Nancy Green qui disait, dans son magnifique livre sur la 7e avenue, d'ailleurs de la 7e avenue, elle parle aussi d'un quartier de... 7e avenue. Voilà. Elle dit que le prêt-à-porter a été fait par les prêts à travailler, parce que c'était un métier extrêmement dur, où il y avait... des morts de saison, comme on disait, où les gens n'étaient pas payés, où d'un seul coup ils devaient travailler énormément à d'autres moments. Enfin, c'est pas. Et donc, effectivement, c'est un métier d'immigré. C'est toujours les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrés qui acceptent les métiers les plus durs. Et bon, pour certains d'entre eux, après, ils ont gravi les échelons et ils sont devenus patrons, comme mon père. Enfin, il a commencé aussi ouvrier. Hein. Et puis, effectivement, ce qu'ils ont en commun c'est que c'est un métier qui ne nécessitait pas, qui pouvait s'exercer en dehors des circuits du travail, c'est-à-dire où il faut aller voir une entreprise, répondre à des annonces, etc. Parce que quand on ne parle pas français, quand on ne connaît pas les codes d'un pays, souvent les gens rejoignaient leur famille, ils avaient un appartement, il suffisait d'avoir une machine à coudre, finalement. Et donc il y avait un investissement très, très minimal. Et c'est comme ça que beaucoup ont commencé à travailler. Oui, c'est des gens qui n'avaient rien en arrivant et ce métier permettait de commencer avec pas grand-chose. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait aussi élargir un peu la focale et revenir à de quoi on parle avec le sentier, parce qu'on a tous en tête. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de docteurs S-Sentier parmi nous ce soir, on aura l'occasion d'échanger un peu plus tard. Mais voilà, c'est un espace aussi physique dont le périmètre est restreint. Mais on peut l'étendre à plein de zones à Paris, mais qui est quand même bordé par la rue Réaumur, par la rue du Sentier, les grands boulevards, et le boulevard Sébastopol à peu près. Donc un périmètre très réduit central à Paris. Non, c'est pas boulevard. Oui, boulevard Sébastopol, oui, rue Réaumur. Oui, Réaumur, et puis grosso modo. Et celui qui est, c'est le boulevard Bonne Nouvelle, non? Et le boulevard Bonne Nouvelle, ouais. Et du coup, c'est qu'il y a une concentration, effectivement, dans un quartier qui a été très peu marqué par les transformations haussmanniennes, à part le percement de Sébastopol. Mais sinon, effectivement, on est sur un cadastre fin 17e 18e, pardon. Ouais, je m'adresse voilà, avec des immeubles, avec des espaces de vie et de travail assez réduits. Et j'aimerais bien qu'on arrive à... La confection, c'est quoi? Enfin, ce système, effectivement, en circuit court, qui a été vanté à différentes reprises et qui devient maintenant une espèce de tarte à la crème de l'organisation économique, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres. Voilà, mais c'est le Sentier qui a créé un modèle économique. Oui, en fait, c'est aussi qu'ils ont... Enfin, c'est quand même la naissance du prêt-à-porter dans l'après-guerre, c'est-à-dire quand même la fabrication de vêtements de manière standardisée avec différentes tailles. Bon, ça n'a pas toujours existé. Hein. C'est surtout des moments... Enfin, c'est Manuel qui est un spécialiste de l'histoire de la mode, mais c'est à ce moment-là que ça a explosé, quand même, le prêt-à-porter. Et effectivement, le Sentier a
a compris deux choses. D'abord, que c'était très efficace d'avoir les différents métiers rassemblés dans un périmètre. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les marchands de tissus, ceux qui fabriquaient les vêtements, ceux qui vendaient les accessoires, enfin les fournitures, les boutons, les fermetures éclairs, etc. Donc tout était, les accessoires, les chapeaux, les machins pour aller avec. Donc tout est rassemblé dans un petit périmètre, donc c'est d'une très grande efficacité. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de Paris ou ailleurs pour trouver de quoi fabriquer les vêtements. Et puis l'autre, effectivement, invention du sentier, c'est le circuit court. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on ne vend pas une robe comme une machine à laver. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas votre machine à laver au mois de mai, vous pouvez l'acheter au mois de septembre, ce n'est pas très grave. Mais une robe... il y a des saisons. Et donc, moi, je raconte dans le livre comment voilà, ça a été... c'était un des refrains de mon enfance, de mon père qui scrutait le ciel, la météo. S'il y avait un printemps pourri, c'était toute ma collection va me rester sur les bras, hein, parce que bon, il avait quand même fait des vêtements pour le printemps. Mais enfin, justement, la prudence, c'est de ne pas le faire en immense quantité, hein, pour des raisons de saison, mais aussi parce qu'on ne sait jamais à l'avance si un modèle va marcher ou pas. C'est-à-dire que c'est complètement imprévisible, la mode. Donc on peut faire un modèle et puis d'un seul coup, il s'arrache, et on peut faire un modèle et ça ne se vend pas. Donc, voilà. Donc effectivement, les fabricants du sentier ont compris ça, et c'est repris. C'est comme ça aujourd'hui que Zara et les autres travaillent, hein, en petite... non, je sais pas, c'est ça, oui. En petite quantité. Voilà. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'ils font du réassort. Ils en font un peu, ouais. C'est lui le spécialiste. Marque d'aujourd'hui, entre autres, pas seulement. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire le fonctionnement de l'atelier Siggy ? Alors Siggy, effectivement, qui est la contraction de Sigmund, qui est le premier prénom de Guy Vasseur, Sigmund Wassermann, et qui est devenu Guy Vasseur en arrivant à Paris. Oui, Siggy, d'ailleurs, c'est le diminutif de Sigmund, et c'est Sigmund Freud aussi, on l'appelait Siggy. Hein, c'était un peu lourd à porter pour moi, mais c'est comme ça en allemand, le diminutif de Sigmund, c'est Siggy. Et c'était donc le nom de son atelier. L'atelier, je ne sais pas, je pense que rétrospectivement, ça devait être assez gai pour un enfant, de ne pas être simplement pris entre ses parents, mais qui est plein de monde, la finisseuse, le mécanicien, le coupeur, tout ça, c'était joyeux parce qu'il y avait du bruit, il y avait plein de gens. Oui, enfin, je pense que c'est assez rare, en tout cas à mon époque, même si je n'ai pas 20 ans. Mais enfin, en tout cas, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est assez rare d'habiter dans le lieu de travail de ses parents. C'est une expérience où le privé, le social, tout ça se mélange avec des relations quand même plutôt très chaleureuses avec ceux qui travaillaient, les ouvriers, tout ça. C'était très... Du coup, il y avait ton père, il y avait plusieurs mécaniciens. Alors, une finisseuse. Voilà, tu veux vraiment que je te raconte, c'est des personnages assez hauts en couleur. Pour qu'on visualise un peu l'organisation du travail dans un espace... Oui, effectivement, il y avait mon père. Un certain temps, il y avait ma mère qui est morte très jeune. Il y avait une secrétaire, une belle rousse qui s'appelait Irène, qui trônait derrière le bureau et qui avait des histoires d'amour qui marchaient jamais et qui était très souvent malade. Mais j'ai un souvenir merveilleux de Irène. Il y avait Germaine, la finisseuse. Je crois qu'elle a eu une petite histoire avec le presseur qui s'appelait, je ne sais plus comment. Hein. C'est joliment dit. Il y avait un cooper qui était un Vietnamien qui s'appelait Vanky. Et comme j'avais l'air très asiatique quand j'étais enfant, je crois que j'étais sa fille. Et il y avait, d'ailleurs, je ne sais plus, il y a des photos de l'atelier. Oui, ça c'est la seule photo de mon père qui existe enfant, qui a été à Berlin. Mais qui a été retrouvé, je ne sais trop comment. Mais non, ça c'est non. Il y a une photo de l'atelier, comme ça on peut décrire les gens. Mais là. Alors l'atelier est ouvert en 53 et ensuite en 72, il va ouvrir une boutique. On va voir la photo non, aussi. Ça c'est des ouvriers. Oui, je pense qu'il y a Germaine à gauche avec les lunettes, c'est Riton, et à droite je ne sais plus. Je sais plus. De toute façon, il y a de profil, alors on ne le voit pas bien. Non, alors ça, oui, ça c'est une photo quand même très impressionnante parce que effectivement en 72, en plus de l'atelier, mon père ouvre un magasin rue du Caire, toujours. Alors cette fois-ci au nom de Guy Vasseur. Et un matin, il retrouve son magasin comme ça, bombé. 73.
en 73. Et ce magasin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas été bombé par des antisémites, il a été bombé par le Bétard, par des militants juifs d'extrême droite, parce que c'était au moment de la guerre de Kippour, et il y avait des gens dans le sentier qui faisaient, enfin plus que la quête, c'était plutôt du racket, parce qu'on était obligé de donner. Et mon père et sa seconde femme, qui étaient dans le magasin, ont dit non, moi, enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, je n'étais pas là. Je donne à qui j'ai envie de donner, on ne va pas me forcer. Et puis, je donne pour la paix, je ne donne pas pour la guerre. C'est ce que m'avait dit mon père. Le lendemain, il a trouvé ça sur son magasin. Il n'était pas le seul. Hein. Il y a eu 2-3 autres magasins comme ça qui ont été bombés. Même quelqu'un qui a donné, on l'a tagué par erreur. Oui. Mais il y avait un... Oui, et donc les gens passaient dans la rue et ils disaient oh, vous inquiétez pas, c'est horrible, mais il y aura plus d'antisémites, il y en a encore quelques-uns, mais il ne faut pas avoir peur. Mais ce n'étaient pas des antisémites, c'était des juifs qui avaient fait ça. Donc, effectivement, il y avait un autre magasin qui s'appelait Odilène, qui était communiste et qui avait été bombé aussi. Bon, voilà, c'est pour dire que la vie politique n'était pas inexistante dans le sentier. Il y avait quand même des gens, on savait que celui-là, il était bundiste, que celui-là était communiste. Je pense que communiste, il n'y en avait pas beaucoup, hein, ça doit être le seul. Que celui-là était socialiste, que celui-là était très sioniste, que celui-là non. Enfin bon. Donc, non, il pouvait y avoir des tensions, comme n'importe où, hein, des tensions politiques. Mais ça, c'est vrai que je sais qu'après, mon père a déposé plainte. Je pense que ça n'a jamais abouti, mais ouais. D'ailleurs, il avait été menacé. Hein. Il y avait quelqu'un qui était allé le voir dans son atelier en lui disant si vous n'avez pas donné, si vous arrive quelque chose, ne vous étonnez pas. Alors, il avait été porté plainte au commissariat. Voilà. Non, parce qu'effectivement, on a l'impression de loin qu'il y a un côté un peu communauté villageoise, réserve d'Indiens, un peu. Mais non, c'est pas du tout une société homogène et elle reste traversée par des conflits sociaux parfois très durs bah oui. entre les fabricants, les ouvriers, les appiaisseurs, enfin voilà, et puis des conflits, politiques très, très présents. Oui, enfin, c'est vrai que cette dimension politique, elle est présente dans cet épisode ou parfois dans certaines choses que je raconte, mais elle est aussi tout simplement présente par l'histoire de tous ces gens. C'est un peu, c'est comme si une grande partie de la deuxième moitié du XXe siècle était comme ça concentrée dans le sentier. Enfin, il y a l'histoire évidemment du génocide arménien, avec les Arméniens qui sont arrivés, de la guerre des Balkans aussi, évidemment de la dernière guerre mondiale, avec l'afflux de réfugiés après la guerre. C'est l'histoire de la décolonisation, avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Là, c'est le coup d'État militaire en Turquie qui fait que beaucoup ont quitté la Turquie dans les années 80. Enfin bon, donc c'est quand même une espèce d'histoire du XXe siècle en miniature. Enfin, évidemment, il n'y a pas tous les pays et tous les continents, mais il y a quand même, on est confronté à. Enfin, ça raconte beaucoup de choses sur l'histoire politique de la seconde moitié du XXe siècle. Oui, tout à fait. Jusqu'aux accords commerciaux, le GATT, les accords multifibres, enfin tout ce qui se fait à l'échelle macro et qui effectivement a des conséquences directes sur le microcosme sentier. Voilà, je ne sais pas ce que je peux raconter d'autres, parce que c'est vrai que, bon, moi j'étais, ce que je voudrais dire quand même, c'est que, quand ce livre a été publié la première fois, donc il y a 20 ans, j'étais évidemment très très contente. Pour moi, c'était aussi un hommage à mon père, parce que je pense qu'il a dû sentir malgré tout que j'avais pas beaucoup de reconnaissance pour son métier. J'étais une espèce de pain bêche, un peu gâtée, qui avait fait des super études et tout ça, et que je lui rende hommage. Je crois que ça l'a beaucoup touché. Et puis moi, ça m'a passionnée. Mais le fait qu'aujourd'hui soit édité avec ses mémoires, enfin, c'est votre idée, puisque le rendez-vous s'est fait d'une manière incroyable. Donc Manuel s'occupe, tu vas le dire après aussi, mais d'une revue sur la mode, et il travaille sur la mode, et il avait envie, en plus de la réédition du livre, de faire un numéro sur le sentier. Et vous m'avez dit, mais est-ce que tu connais encore des gens que tu as interviewés? Alors je réfléchis, je dis non, je vois pas. Je dis, bah si, à mon père. Alors, donc on a pris rendez-vous avec mon père.
Hein, il était très loquace, il a raconté beaucoup de choses sur le sentier, et puis d'un seul coup il dit mais ce qui est terrible, c'est quand même mes parents, c'est horrible, je pense souvent à eux, etc. Et donc là il y a un moment de flou, enfin moi je savais, mais vous ne saviez pas. Et ça on le regarde, oui, enfin c'est ce que je raconte dans mon bouquin, il avait dit, hein, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Et là, donc les yeux un peu ronds. Voilà, et en sortant, ils m'ont demandé s'ils pouvaient le lire, le livre, et vous avez choisi de l'éditer. Alors du coup, évidemment, ça donne à ce livre une perspective tout autre. Enfin, le fait qu'il y ait les deux à la fois, parce que ses mémoires commencent à Berlin et vont jusqu'à son installation dans le Sentier. On lui a demandé de poursuivre, du coup, il s'était arrêté un peu après-guerre, et on lui a demandé de poursuivre jusqu'à l'ouverture de l'atelier du 36 rue du Caire. Oui, d'ailleurs, juste, je te passe la parole, mais juste quand je lui ai demandé de poursuivre, il m'appelait, puis il me disait, il y a le coup de fil de boulot, hein, il m'appelait... Ça t'en parle dans ton livre, c'est pas à peine que je le raconte. Faut peut-être. Enfin bon, donc on avait des discussions comme ça professionnelles sur. C'était très sympa, c'était très très bien. Et oui, enfin c'est formidable que ça existe et que les deux têtes se répondent et que mon confectionneur de père soit devenu écrivain, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Enfin, nous on est très contents. Mais et du coup, pour parler effectivement du texte de Guy, peut-être qu'on peut élargir avec la question de l'archive qui toi aussi t'occupe beaucoup effectivement dans ton travail sur le Sentier, mais qui nous a occupé particulièrement pour ce projet, qui est vraiment un projet très particulier. On peut citer juste le troisième texte qui se trouve entre les deux, entre le texte de Nadine et le texte de Guy, qui est aussi le texte de l'intervention hommage de Nadine, le Sentier de l'écriture, où effectivement elle introduit cette question du père, de la réception par le père d'un projet d'écriture de la fille, qu'est-ce que ça provoque chez le père, enfin, voilà. La question de la transmission en fait à feu croisé, enfin, c'est ça qui nous intéressait aussi. Mais la question de l'archive, on sait que le Sentier c'est un lieu de mémoire, on a pu en parler un petit peu, mais c'est aussi un lieu d'oubli. Et effectivement, ça peut donner l'impression, là, pardon, la projection des images qu'il y a plein d'archives, et puis je vous en montrerai quelques autres dans un instant, mais en fait, on peut le dire, il n'y a pas tant d'archives que ça. Moi, j'étais assez frappé quand on a écouté Guy pendant, je sais pas, 2 heures, nous raconter toute son histoire. Et puis on lui avait demandé de voir s'il avait des archives, et il y avait deux feuilles A4 posées sur la table, et voilà, c'était fini, une sorte de croquis, quelques photocopies qui n'étaient même pas des dessins de sa main. Et c'est un peu ce qui est frappant dans le Sentier, c'est alors quand on est historien, on arrive trop tard, ça va, on a accepté cette idée, mais là c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'arriver trop tard, même pour les archives, c'est-à-dire que souvent les archives sont plus là, et c'est assez frappant que Guy Vasseur ait cultiver finalement sa mémoire, et reconstruire sa mémoire, mais si peu garder en archive. Et en fait, c'est vrai que dans tout le Sentier, c'est ce qu'on voit avec Alexis depuis finalement 2 ans, en fait, puisqu'on fait donc un travail de collecte d'archives, de témoignages, de documents d'un peu toutes sortes. Je vous en montrerai un tout petit échantillon tout à l'heure, mais on arrive, trop tard, globalement. Et encore la semaine dernière, on m'a expliqué, c'est dommage, on a jeté au début de l'année toutes les archives de l'entreprise, si on avait su, etc. etc. Donc, tu retrouves des choses parfois dans les poubelles. Voilà, on a commencé, moi j'ai en fait commencé comme ça, c'est en traversant le Sentier pour aller travailler ailleurs, de collecter dans les poubelles des patrons en papier, des cartons de coupe, des choses comme ça. Et puis de se dire après qu'il y avait sans doute un travail à faire. Donc je fais une petite parenthèse, c'est aussi, vous l'avez compris, une sorte de... en gros, nous sommes à votre disposition à la librairie La Petite Égypte, si jamais vous voulez parler d'archives, de dépôt d'archives, de numérisation d'archives. Mais en tout cas, oui, c'est assez central. Et dans le livre, finalement, il y a les photographies, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que tu avais gardé toi. Finalement, ces photos-là qui étaient c'est pas moi qui les ai gardées. Je pense qu'il a dû me les donner. D'ailleurs, il y a une autre photo d'atelier. Non, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Oui, il y a tout l'atelier. Oui. Mais qui est à gauche. Je n'étais pas encore née à cette époque-là, mais bon. Mais c'est oui. Enfin, il y a très très peu de choses. Mais après tout, est-ce que les gens se photographient beaucoup quand on est en train de travailler? Non. Je pense que après, dans le fond photographique du mémorial de la Shoah, il y a des photos, mais pas du Sentier. Oui. Il y a des photos d'ateliers anciennes. Mais voilà, oui, mais enfin, ça a été collecté sur un siècle. Il y a peut-être une photo par famille, même pas.
Même pas. Donc, non. c'est et après, c'est vrai que toutes les archives commerciales, et puis ce que tu disais sur le rythme de la mode, c'est ce que s'explique aussi très bien Guy, et ce que tu expliques aussi très bien, c'est que du coup, ces archives, en gros, quand un modèle est passé de mode, on jette les papiers qui vont avec, voilà, et puis la comptabilité, qu'il y ait des problèmes ou pas, n'est pas conservée indéfiniment. Enfin, et du coup, finalement, c'est un monde de papier, mais de papier qui passe tout le temps, comme passent les tissus, quoi. Enfin, c'est vraiment un monde traversé par ces archives, mais finalement, les témoignages sont dans un sens, et tu l'as vu quand tu as fait ton livre, les témoignages sont beaucoup plus faciles à faire remonter que les archives. Ah bah oui, non, enfin, les témoignages, c'était pas très difficile. Ils ont beaucoup de choses à raconter. D'ailleurs, c'est assez marrant. Il y en a plusieurs, des gens du Sentier, qui sont devenus acteurs de cinéma, sur le tard. Comment il s'appelle Daniel Feldman, qui a joué dans le film Voyage. Dans le film Voyage, il y en a un autre. D'autres, c'est quand même qu'ils avaient une dimension d'acteurs je parlais tout à l'heure de l'art de raconter de mon père dans son livre, mais il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Ils savaient très très bien raconter les histoires, et de manière très imagée et très. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ce qu'ils ont traversé, l'odyssée qu'ils ont traversée, souvent incroyable, de traverser des pays, évidemment, de subir toutes sortes d'épreuves. Qui a donné une sorte d'énergie à raconter. Enfin, je pense qu'ils étaient aussi assez flattés quand on leur pose la question, parce qu'effectivement, c'est pas un métier très. Aujourd'hui, on parle des créateurs, de la mode, etc. Mais le Sentier, ça n'a rien de prestigieux. Enfin, ça n'avait rien de prestigieux. C'était un métier d'artisan qui n'avait rien de noble. Enfin, que eux ne considéraient pas comme noble, en tout cas. Non, et c'est ce que tu disais sur le regard des enfants sur leurs parents, un regard un peu dépréciatif sur ce travail d'artisan faisant des cartons, comme tu disais, etc. Et il se retrouve aussi, même dans le texte de Guy, qui raconte très bien tout son parcours, de comment il se forme en tant qu'artisan, parce que ça s'apprend, la couture, quand même. C'est pas juste une machine à coudre, il faut savoir s'en servir, et puis après, il faut savoir monter un manteau, une veste, etc. Donc il raconte tout ça très bien, mais après, en gros, si vous voulez savoir comment fonctionnait l'atelier de Siggy, il faut lire la partie écrite par Nadine et pas les mémoires de Guy, parce que lui, ça prend 10 lignes, et c'est pas bien, mais on doit vous le confesser, c'est ses mémoires, mais on lui a demandé d'achever ce texte, et on lui a demandé de nous décrire la partie, vraiment, c'est 30 années quand même à produire dans le Sentier. Et voilà, je vous le dis tout de suite, ça fait 2 pages, pas plus. C'était pas son truc. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est présent dans le livre, mais je disais tout à l'heure que mon père est quelqu'un qui ne savait pas écrire. Enfin, il sait écrire, mais c'est pas il n'a pas fait d'études, quoi. Et en même temps, et ça, c'est quelqu'un qui avait un poste très important dans l'industrie de la mode, qui s'appelle, je ne sais plus, qui dirigeait un syndicat de la mode. Non, Jolès, je crois qu'il s'appelait. Voilà. Et il m'avait dit qu'en même temps, les gens du Sentier avaient un regard, justement, parce qu'ils venaient de milieux modestes, avaient un regard pour capter l'air du temps et pour justement créer des vêtements qui ont à voir avec l'air du temps, qui avaient quelque chose, une sensibilité qui venait même du fait qu'ils étaient des gens qui ne sortaient pas de grandes écoles de mode, qui n'étaient pas d'ailleurs même certains créateurs, je sais pas, Gaultier d'ailleurs, Jean-Paul Gaultier, il vient d'un milieu très modeste, je pense. Donc le fait de sentir la rue, de sentir les potes, de sentir tout ça, c'était très présent dans le Sentier, et ça leur a donné une grande quand même, c'est eux qui ont habillé la France quand même pendant des années 50 aux années 90 à peu près, jusqu'au développement des chaînes multimarques qui d'ailleurs ont été des chaînes franchisées comme Zara, qui a aussi été inventée dans le Sentier, parce que ce sont les frères Pariante, les créateurs de Naf Naf, qui les premiers ont eu l'idée de faire une marque franchisée, c'est-à-dire avec plusieurs boutiques qui vendent leur marque, et qui ont eu l'idée d'être à la fois les fabricants et les distributeurs de leurs vêtements. C'est né dans le Sentier, c'est-à-dire que tous les H&M, Zara, machin,
c'est né après. Alors certainement d'autres ont eu l'idée, mais quand même, je crois que c'est les premiers à avoir fait ça. Donc cette proximité avec la rue, d'une certaine manière. Oui. Non, et avec en plus, en quelque sorte, une chose assez étonnante, c'est qu'en même temps, le sentier habillait, nourrissait, abondait tous les petits marchés de province partout. Enfin, donc c'était pas seulement un air du temps très urbain, etc., qui se faisait dans Paris, mais il y avait à peu près tous les marchands. Alors ça, je crois que mon père, il serait pas d'accord. Hein. Il dirait que le sentier, c'est le prêt-à-porter. Lorsqu'il est venu après, dans les années 90, c'était le prêt à jeter. Et puis, parce que c'est fait n'importe comment, etc. Puis sur les marchés, c'est les Chinois. Alors, mais c'est vrai parce que c'est quand même une époque où il y avait quand même, c'était des vêtements bien faits. Quand même. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a interrogé notamment des familles grecques de l'Orne qui nous ont raconté, donc dans les années 70, comment elles venaient dans le sentier s'approvisionner tous les 2-3 mois, etc. Donc le sentier était aussi quand même ce lieu-là où on allait au carreau du temple et puis on allait aussi dans le sentier approvisionner tous les marchés. Et c'est vrai que j'ai interviewé des très très vieux marchands, qui étaient là pour faire les cartons surtout, etc. Et c'était très frappant, notamment un Malien qui connaissait tous les marchés de France par cœur, en sachant quel modèle marchait où, à quelle période, etc. Donc il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, le fait que le sentier soit quand même pendant presque un siècle lié à tout un réseau de diffusion qui allait bien au-delà de Paris, quoi. Ah oui, mais c'est toute la province qui venait acheter, même des gens qui venaient de l'étranger, et même de très loin à l'étranger, puisque, je me souviens... Bon, c'est vrai qu'après, il faut dire que mon père, après, il a fabriqué... c'est une histoire, je vais aller vite quand même, l'histoire où en fait, une fois, il a acheté un dessin... parfois il dessinait, mais parfois il achetait des dessins. Il a acheté le dessin d'une personne, d'un styliste, où il a très vite reconnu le style de Ted Lapidus. Bon, il n'aurait jamais dû l'acheter, mais il l'a acheté quand même. Et il a fait le vêtement, voilà. Et Ted Lapidus, je vais le faire vite parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois, puis c'est dans le livre, mais Ted Lapidus a été au courant qu'il a fabriqué un vêtement qui était dessiné par un de ses stylistes, et donc il a voulu lui faire un procès. Et puis ça s'est très bien terminé, puisque Ted Lapidus lui a dit « Mais non, finalement, comme ce vêtement est très bien fait, je préfère, vous ne voulez pas plutôt travailler pour moi ?» Donc mon père, finalement, a travaillé pour Ted Lapidus, ce qui fait qu'après, il a eu une autre clientèle, et qu'il exportait beaucoup de vêtements, notamment vers les pays arabes, vers le Koweït, vers les pays riches, les pays arabes, où il fallait d'ailleurs que les fabricants du sentier signent un papier comme quoi aucun juif n'avait touché les vêtements. Et quand mon père raconte ça, il éclate de rire. Et il me dit, mais de toute façon, on s'en fout, donc ils nous achetaient, on voulait bien leur signer tout ce qu'ils voulaient. Et puis... Et il disait aussi qu'en fait, il les connaissait, les gens qui venaient acheter. Et ils étaient plutôt copains, mais c'était les lois de ce pays qui les obligeaient à écrire ces stupidités. Voilà. Puis, donc le sentier était connu très, très... c'était malgré tout un atelier. Ils n'allaient pas acheter les princes de je sais pas quoi du Koweït, ils n'allaient pas acheter chez Ted Lapidus. Peut-être parce que là, ils avaient des prix. Parce qu'on a beau être très riche, c'était moins cher. Mais oui, c'était... Donc ils allaient acheter ils venaient acheter des trucs dans le sentier. Il y avait même Faradiba qui allait faire ses courses dans le sentier. Et cette histoire est quand même très révélatrice sur la question de la copie, parce qu'en fait, vous avez tous en tête le sentier, mais une telle densité de créateurs, de fabricants, d'appiaisseurs, de mécaniciens, etc., dans un espace aussi réduit, qui effectivement essaie de réagir saison par saison au phénomène de mode, nécessairement il y a de la copie, il y a de l'imitation, et c'est assez frappant parce qu'en fait c'est ce qui a marché aussi, c'est ce qui a fait que le sentier a fonctionné, cette capacité à réagir, mais aussi à se copier, à s'imiter, et il y a, en fait, quand on regarde par rapport à ce que tu racontes, il y a des centaines et des centaines de procès, de débuts de procès pour contrefaçon, copie, etc. Et j'en ai pas trouvé un seul qui aboutit, en fait. Et oui, parce qu'il suffit de changer un détail pour que ça ne soit pas une contrefaçon. Et comment on peut prouver que l'autre n'a pas eu la même idée en même temps ? Donc
C'est assez. Oui, moi, oui, en général, moi non plus, j'ai jamais entendu de procès qui a abouti pour contrefaçon. C'était ce que. Non, mais c'est des histoires très très drôles. Enfin, moi, je trouve ça très très amusant quand même, même si c'est un métier très dur, effectivement très très dur. Et j'ai vu mon père travailler. C'est un métier très dur, mais voilà, une communauté très, très amusante, avec quand même un sens de l'humour. Même les comptables avaient le sens de l'humour. Je me souviens, pour le bouquin, j'étais allée voir le cabinet comptable du Sentier, et puis il m'avait dit, oh là là, c'était l'horreur. Quand La Vérité Jugement est sortie sur les écrans, il y a eu des contrôles fiscaux à n'en plus finir dans les ateliers du Sentier, parce que d'un seul coup, les contrôleurs se sont réveillés. Ils ont dit, mais non, c'est vrai. Bon, ça a été la grande période des contrôles fiscaux, La Vérité Jugement. Donc oui, c'est assez où il y a des choses, évidemment il y a des choses terribles, des gens qui font des incendies frauduleux pour se mettre en liquidation, etc. Mais bon, mais en gros c'est plutôt amusant.